Alors donc maintenant, l'idée c'est effectivement de parler, de donner des exemples qui peuvent aussi nous, illustrer les belles choses qui se passent en Afrique et nous donner des idées pour la Suisse, pour la suite, pardon. La Suisse n'a pas besoin de nos idées. Alors, Monsieur Akbar Ali, donc vous dirigez Redland, donc c'est un acteur industriel notamment majeur en Afrique. Ça dépasse même l'industrie en tant que telle, puisque vous êtes dans le secteur du tourisme, des loisirs, de l'immobilier, de l'agroalimentaire et du numérique. Mais aujourd'hui, on parle d'industrie. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous nous racontiez quelle a été et quelle est votre approche pour vous développer l'industrie sur le continent africain. Merci. Bonjour, Excellences, Messieurs les ministres. Messieurs les ministres, chers amis. Tout d'abord, merci de me donner la parole. Je vais commencer par un sujet très important. La France nous a donné la chance de réaliser notre rêve mondial. C'est grâce à la France que nous sommes devenus une entreprise mondiale aujourd'hui. Nous avons commencé par une entreprise à Madagascar et à partir de là, on a fait ce développement. Et c'est la France qui nous a aidés. Le gouvernement français a été exemplaire avec nous, en commençant par le ministère de l'économie et des finances, dans le cadre des financements qu'ils nous ont apportés, le ministère des Affaires étrangères, dans sa diplomatie, représentée par les conseils économiques de nos ambassades partout dans le monde. Et bien sûr, je ne peux pas oublier le président de la République qui a été toujours derrière pour nous aider et pour nous pousser par le biais de ses conseillers. Et bien sûr, par l'intermédiaire de son conseiller en Afrique, M. Franck Paris. Toujours des bons conseils, disponibles, toujours présents. Et comment je peux oublier la BPI? Si nous sommes là aujourd'hui, si notre développement a pu se faire, c'est grâce à la BPI. La BPI a été toujours présente, toujours là pour nous donner des conseils, pour nous accompagner dans les financements, n'a jamais été dans une position de repli. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ça s'est concrétisé par nos investissements en Afrique, où la BPI est actionnaire, où la BPI est en financier et comme assureur. Et ce qui donne en fait aux banques une certaine garantie, une souplesse et surtout une sécurité. En tout cas, merci beaucoup à la BPI. Hier, j'ai écouté le discours du président de la République qui parlait d'un sujet qui m'est très important, c'est l'audace. Effectivement, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il faut être audacieux parce que la situation n'est pas simple, elle est quand même assez spéciale. Nous sommes dans un environnement compliqué. Et là, c'est à ce moment-là que nous devons être audacieux, que nous ne devons pas avoir peur. Nous devons être extrêmement courageux, proactifs et avancer dans notre politique de développement. D'ailleurs, notre groupe aujourd'hui, qui a commencé en 1993 avec 15 personnes, nous sommes aujourd'hui... En 2024, nous serons autour de 10 000 personnes. C'est parce que nous avons eu de l'audace, nous avons été courageux, nous avons été actifs. Et après, bien sûr, comme je vous ai dit, nous avons été aussi aidés par des partenaires financiers, par des fournisseurs, par des clients. Et voilà comment nous avons donc industrialisé notre groupe. D'ailleurs, dans le cadre de l'industrialisation, aujourd'hui, notre politique... À Madagascar, par exemple, c'est l'investissement dans l'industrialisation. Et nous investissons de plus en plus. D'ailleurs, dans certains projets, la BPI, dans le projet avicole que nous sommes en train de mettre en place, la BPI est un de nos partenaires pour développer ce projet avicole. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes en train d'investir d'une manière totalement intégrée maintenant. C'est-à-dire que nous voulons être totalement indépendants dans notre politique industrielle, à partir de la matière première jusqu'au produit fini et à la distribution. Et ça marche très très bien. Ça nous donne beaucoup de latitude pour être d'abord
pour être compétitifs, pour avoir des produits de qualité et surtout aussi pour pouvoir, bien sûr, parce que l'objectif n'est plus seulement le marché domestique, mais l'objectif est le marché du continent et l'exportation. Et c'est cette politique que nous sommes en train de mener. Nous avons aujourd'hui dans l'industrie plusieurs sujets que nous développons. Nous sommes en train de lancer une très grosse unité qui a déjà démarré puisque nous avons racheté une unité existante de transformation de déchets de papier à la production de papier et aussi des produits finis. Nous sommes en train de nous lancer dans de très gros investissements dans le domaine des détergents. Nous sommes en train d'investir dans des unités extrêmement performantes qui sont des machines, des équipements, des Rolls-Royce aujourd'hui et qui nous donnent la qualité, qui nous permet de contrôler les coûts et qui nous permettent d'être compétitifs. Parce que vous savez qu'il y a quand même une très très forte pression des marchés asiatiques sur l'exportation dans le continent africain. Et pour faire face à cela, nous mettons nos moyens, toujours accompagnés par nos partenaires financiers. Nous sommes en train d'investir dans le domaine avicole, nous sommes en train d'investir dans le domaine agricole aujourd'hui, nous sommes dans l'énergie. D'ailleurs, dans l'énergie, nous allons mettre en place une politique extrêmement agressive avec des partenaires internationaux pour Madagascar et le continent africain. Nous voyons toujours maintenant notre développement vers le continent africain. Bien sûr, dans le tourisme, dans l'aviation privée, c'est l'industrie, je dirais, touristique, dans le domaine pharmaceutique. Nous sommes actionnaires dans des entreprises comme Orange, Brinks, avec qui nous évoluons très très bien et nous développons notre partenariat. Donc, l'Afrique est en train de changer, mais nous devons être prêts et nous devons être courageux, nous ne devons pas avoir peur et c'est surtout l'exemple que nous devons donner à la jeunesse africaine. C'est vraiment la positivité, l'agressivité et le développement. Et enfin, en 2018, nous avons eu la chance de racheter Thomson en France et c'est là où je dis la France nous a aidés. En rachetant Thomson Broadcast en France, nous avons mis le pied dans la digitalisation et dans la numérisation, dans lequel nous étions déjà avant 2018, mais nous n'étions que sous-traitants d'une entreprise européenne. À partir de là, nous avons appris le métier. Une fois que nous avons appris le métier, nous avons acquis de l'expérience. Nous avons fait des contacts, et c'est ainsi que nous sommes arrivés à acheter cette entreprise en France en 2018, Thomson. Et donc, en rachetant Thomson, nous sommes rentrés vraiment directement dans la migration de la télévision analogue à la télévision digitale, dans la radio AM, ensuite les studios de télévision, nous avons eu un très gros marché en Angola contre des entreprises portugaises. Donc, pour vous dire quelle est notre compétence, et aussi les décodeurs. À partir de là, nous avons signé des contrats. Nous sommes actuellement présents dans une dizaine de pays en Afrique. Nous allons passer peut-être en 2023 autour de 20 à 25 pays. Nous sommes en train de négocier, monsieur le ministre, chez vous d'ailleurs, un très beau contrat dans la digitalisation en Mauritanie. Nous étions en Mauritanie à Nouakchott et nous avons une équipe qui bientôt se déplacera chez vous, monsieur le ministre. Donc voilà aujourd'hui comment les choses se passent. Et après, à partir de là, vous savez, nous avons créé des réseaux, nous avons été respectés sur le marché mondial et c'est ainsi que nous avons eu la chance de racheter le numéro 1 américain. Nous avons commencé à négocier le numéro 1 américain en octobre 2021 et nous avons fait le closing en 2022 en rachetant une entreprise qui s'appelle GetsAir. Et là, nous sommes devenus industriels dans le domaine de la digitalisation. En rachetant cette entreprise américaine, Thomson est devenu numéro 1 mondial. Donc aujourd'hui, la France a le leadership mondial dans la digitalisation, la numérisation. Et dans le domaine de la radio, nous étions en radio AM. Grâce au rachat de cette entreprise américaine, nous sommes aussi devenus numéro 1 mondial dans la radio FM. Et en même temps, comme je vous ai dit, les studios, les décodeurs. Et nous appelons ça Alternative Business, c'est la défense, puisque nous avons hérité d'un métier, d'un secteur de la défense aux États-Unis, rattaché à la US Navy. Et alors, comment ça s'est fait? Parce que nous avons été accompagnés par des banques africaines. Je vois M. Mabouba ici, qui est le vice-président de la EBID, d'une banque de la CEDEAO, qui, avec la BPI, Pedro Novo, nous ont accompagnés pour un marché, par exemple, en Guinée-Conakry.
que nous avons signé et que nous allons bientôt le mettre en réalisation. Donc voilà une coopération africaine, française, et avec une entreprise française mondiale. Et donc, les choses sont superbes. Nous sommes heureux, nous sommes très contents. Bravo. Nous aussi, vous êtes un bel exemple de la co-industrialisation française et africaine. Je parle beaucoup. Hein. Je vais vous laisser. Là, elle me lance un signal que je dois arrêter. Donc, j'ai presque fini. Mais, par contre, notre développement ne s'arrête pas. Donc, nous sommes déjà en train de voir aux États-Unis le rachat de 2 entreprises. Une entreprise dans le software et une autre entreprise dans le software du contenu qui est énorme, qui a à peu près 1000 personnes. Nous avons déjà commencé nos négociations et qui va nous donner, en fait, dans la digitalisation, un projet global. À partir du moment où vous avez un projet global, vous êtes extrêmement fort sur le marché international. Et là, on ne parle plus de certains pays qui sont extrêmement agressifs, qui sont forts. Et c'est comme ça que nous allons nous être compétitif. Merci. Merci beaucoup. Je crois que je viens d'avoir un exemple brillant d'industrie et de développement en Afrique. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais vous donner la parole à Madame Chaloba. Donc vous êtes directrice Pays Côte d'Ivoire de la société Arizi PP. Et donc, bien sûr, vous êtes bien placée pour regarder cette tendance de l'industrialisation en Afrique et en particulier sur les zones économiques spéciales. Donc, peut-être vous pourriez nous en donner le défi et puis les principales clés de succès que vous avez pu observer. Merci Isabelle. Donc, merci pour l'invitation déjà. Bonjour à tous. Alors le groupe Arise, pour ceux qui ne le connaissent pas, est présent comme développeur d'écosystèmes industriels et logistiques en Afrique, dans plusieurs pays. Nous intervenons au Gabon, au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire. Nous sommes au Tchad, en Mauritanie. Nous avons récemment signé en RDC, au Congo-Brazzaville, au Rwanda. Donc c'est un modèle qui est vraiment en train de de s'exporter dans toute l'Afrique. Et je l'imagine parce qu'on arrive à faire certaines choses qui sont bien, que je vais vous présenter, je l'espère, tout à l'heure. Alors c'est vrai que nous, ce qu'on a fait dès le départ, c'est effectivement considérer les défis. On sait aujourd'hui, j'en citerai peut-être 5, on est dans un contexte de crise systémique depuis 2020 qui nous oblige à repenser la manière d'industrialiser ou de faire des zones économiques spéciales. Vous avez la première chose, c'est que on va vers une multipolarisation des chaînes de valeur. On a des questions logistiques, des coûts de fret qui nous invitent aussi à repenser, donc à se rapprocher des zones de production pour la transformation, des zones de consommation, parce qu'aujourd'hui, la croissance africaine, enfin les pays sont en forte croissance, vous avez plus de pouvoir d'achat, donc il y a une vraie nécessité de produire localement, de transformer localement les produits qui jusqu'alors étaient exportés. On a aussi tous ces pays-là qui nous appellent, je pense, il y a une vraie prise de conscience de l'inégalité historique qu'il y avait pour les détenteurs des matières premières au niveau de l'allocation des revenus de la transformation dans le monde entier. Vous prenez des secteurs comme la noix de cajou, l'anacarde, le petit planteur, il reçoit 5 à 10% des revenus sur toute la filière au niveau mondial. Vous prenez la forêt au Gabon, donc par exemple l'État, il reçoit moins de 5% des revenus de toute la filière. Donc ça, c'est des défis qu'on a identifiés et qui nous permettent aujourd'hui de mettre en place une certaine stratégie pour développer nos zones. Je citerai aussi donc les facteurs de production. Tout à l'heure, on a parlé de l'énergie. Donc c'est vrai que pour nous, il y a un vrai défi et c'est une opportunité de pouvoir avoir accès à de l'électricité fiable à un coût compétitif parce qu'on s'adresse au monde entier. Et aussi, aujourd'hui, il y a une forte pression d'industrialisation verte. Comme le rappelait tout à l'heure le ministre, je pense, on a... la Banque mondiale estime qu'il faut 3 millions de tonnes, je pense, de métaux et de minerais donc pour
permettre de rester, si vous voulez, de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Donc aujourd'hui, on a vraiment tous ces défis-là que nous, on prend en compte dans la mise en place de nos zones économiques. Il y a effectivement la formation, le chômage. Aujourd'hui, je crois que vous avez 12 à 14 millions de jeunes Africains qui rentrent tous les ans sur le marché du travail. Il y a une inadéquation sur la formation professionnelle. C'est aussi donc malheureusement des raisons pour lesquelles 400 000 jeunes Africains tous les ans vont migrer vers l'étranger. Donc ça, c'est vraiment des sujets aujourd'hui que nous, on a pris en compte pour développer nos modèles, dont je vous parlerai plus tard. Et le dernier gros défi, c'est le financement. Je crois que la SFI a sorti avant-hier ou il y a 3 jours un rapport sur le marché du financement de la chaîne de valeur. Je crois qu'il y a à peu près un besoin de 5 milliards de dollars. C'est vraiment très rationnel. Vous prenez un secteur comme l'anacarde que je connais bien. Un pays comme la Côte d'Ivoire, qui produit 1 million de tonnes par an à peu près, si on se dit qu'on veut industrialiser 50% ou disons même juste 450 000 tonnes, ça veut dire qu'il faut tous les ans avoir 900 millions d'euros de cash. Et ça, les industriels locaux, ils n'ont pas accès donc à cette manne financière-là. Il y a des besoins en fonds de roulement. Donc nous, chez nous, j'en parlerai tout à l'heure, on a créé une division qui est chargée de lever 100 millions d'euros pour soutenir justement des industriels qui viendront s'installer dans nos zones économiques pour qu'ils puissent avoir ce BFR disponible. Donc ça, c'était pour poser les défis. Ce qui est super, c'est que ces défis-là sont à la fois des opportunités, puisque le chemin, il y a tout à faire. Voilà, donc ça, nous, on a une façon très innovante d'adresser les projets avec une approche qui est orientée vraiment comme un apporteur de solutions. Aujourd'hui, on est très ambitieux sur certains aspects de digitalisation, de décarbonation, d'industrialisation. Et je pense que c'est ce qui fait la réussite du modèle Arise. On intervient dans le cadre de partenariats publics-privés. On a compris qu'à l'agilité du secteur privé, il fallait associer les gouvernements parce qu'ils nous permettent de mettre en place des cadres réglementaires qui sont importants, avec des mécanismes d'approvisionnement en matières premières, avec la mise en place de guichets uniques, parce que tout à l'heure, Pedro parlait du risque, de l'approche risque, de savoir que dans nos zones, vous avez 20 départements administratifs qui sont là, que tout peut se faire à l'intérieur de la zone, qu'il n'y a pas besoin de courir dans toute la ville, dans les ministères, pour savoir à qui parler, quand parler. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui rassure nos investisseurs. L'État aussi intervient sur les questions dont on a parlé, l'énergie, donc de sécurisation d'une énergie à des coûts compétitifs. Aujourd'hui, on va dans des secteurs de transformation textile qui sont très consommateurs d'énergie et pour lesquels vous ne pouvez pas attirer d'investisseurs si vous n'avez pas un kilowattheure à moins de 8 cents de dollars. Donc ça, c'est notre approche. Je pense que ce qui a été aussi très important, c'était de créer des compétences spécifiques. Chaque pays a un contexte différent. On s'inscrit vraiment dans les visions des gouvernements. On essaye de comprendre quelles sont leurs projections. Je pense que c'était très important pour nous. Par exemple, je vais parler du Bénin parce que je pense que c'est l'une des dernières zones à entrer en opération pour le groupe, où on va vraiment dans le développement du secteur textile. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place, pour comprendre le marché et pour aller assez rapidement, on a mis en place des équipes qui si vous voulez, interviennent tout au long de la chaîne de valeur. La zone économique, comme on l'entendait avant, c'est-à-dire juste du foncier, c'est pas suffisant, c'est pas ça qui rapporte des revenus. Ce qui rapporte des revenus, c'est l'intervention au niveau de la chaîne de valeur agricole, dès l'amont, en allant former les petits planteurs, en leur donnant des possibilités de mécanisation pour augmenter leur productivité, en leur fournissant des bio-intrants, en collectant. Donc il y a tout un aspect logistique qu'on a développé, donc des centres de collecte, après de transport pour les amener justement vers les industriels des zones pour qu'ils se concentrent que sur leur projet industriel de transformation. Et ensuite, on a développé d'autres métiers en aval de marketing. On a des équipes Rise au Vietnam, en Inde, en Chine. On vient d'ouvrir, parce qu'on fait des meubles au Gabon, on vient d'ouvrir un
comment on appelle ça, un showroom, merci, à Miami. On en aura un à Londres, un à Dubaï, un à New York. Donc, c'est des choses, des compétences qu'on met en place pour justement promouvoir les destinations d'investissement. En même temps, on fait aujourd'hui aussi, on anticipe sur les questions de formation professionnelle. On fait des partenariats publics-privés dans nos zones avec les gouvernements pour former des jeunes. Aujourd'hui, au Bénin, vous avez 1000 personnes qui sont formées tous les jours pour les métiers de textile, pour être compétitifs le jour où l'industriel, là, les usines ont commencé, on a commencé la construction des usines de textile, d'habillement. Et donc, on aura tout un vivier de 15 000 jeunes qui auront été formés pendant 1 an, justement. Et aujourd'hui, ils font déjà en 3 mois, on est impressionnés, des t-shirts et des chemises made in Bénin. Donc ça, c'est un petit peu, si vous voulez, l'agilité du secteur privé, la façon que nous, on a de voir comment on contourne les goulots d'étranglement sur la logistique, sur la formation professionnelle. Et enfin, la dernière chose, je pense, qui est importante, on aime bien en parler chez Arise. Moi, j'ai commencé au Gabon il y a à peu près 11 ans maintenant. C'est d'être authentique sur nos valeurs. On a des valeurs de secteur privé, d'entrepreneurs, vraiment cette agilité-là qu'on essaye toujours de mettre à la disposition des projets qu'on développe, et on trouve que c'est important de ne pas s'enkyloser dans des structures un petit peu... on a toujours des possibilités de proposer des nouvelles façons d'adresser des sujets, et notamment dans cette lancée-là, on va lancer des incubateurs pour permettre à des petits fermiers de devenir propriétaires d'usines, d'avoir une participation dans le capital d'usines dans nos zones, pour permettre d'avoir des incubateurs de femmes parce que les femmes sont les plus grandes entrepreneurs, si je peux dire, en Afrique, et on ne les retrouve pas particulièrement au niveau des actifs et donc au niveau capitalistique au sein de ces entreprises. J'espère, Arnaud est là, qu'on aura l'occasion d'échanger, de voir comment on peut accompagner ces sujets-là, notamment en Côte d'Ivoire ou au Bénin, où on espère très prochainement porter ces nouveaux projets. Justement, donc vous faites aussi le lien entre le secteur privé et le secteur public dans vos projets. Et en quoi les acteurs publics et privés français peuvent vous aider? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Enfin, si vous attendez quelque chose, mais comment on peut s'insérer dans une dynamique gagnant-gagnant, bien sûr? On attend forcément tout le monde. On en parle très régulièrement avec Arnaud. On n'a pas, malheureusement, d'entrepreneurs français dans nos zones. C'est assez décevant, on va dire. On va y travailler. Je pense qu'on a bien retenu, on en parlait tout à l'heure, de la visite au Bénin, notamment du ministre Brecht, de faire peut-être des roadshows avec des entrepreneurs français pour qu'ils viennent voir ce qu'on fait, ce qui est déjà fait, parce que c'est déjà fait, c'est plus juste de la théorie, et qui comprennent que le risque, il faut comprendre qu'il y a énormément d'opportunités, les retours sur investissement sont très importants, et il n'y a pas de raison de ne pas venir. Et c'est vraiment, l'Afrique, c'est la destination, je pense, des opportunités. Pour le futur, ce serait dommage que tous les entrepreneurs que vous accompagnez ne viennent pas s'y installer. Ça vous donne des idées, Ilias? Alors, on nous a invités à Madagascar. J'étais avec le ministre de l'Industrie et du Commerce il y a une semaine, même pas, à Abidjan, qui était là et qui nous a présenté 3 projets de zone économique. Donc, on pourra en parler. En tout cas, nous sommes très bien accompagnés par les entreprises françaises. Très bien. Parce que nous avons les banques françaises qui travaillent beaucoup avec nous. La Société Générale, par exemple, de notre banque chef de file. Nous avons un partenariat important qui se met en place avec Thales actuellement, avec l'IN, l'imprimerie nationale groupe de Bercy. Vous allez vous dire, mais je donne toujours la priorité aux entreprises françaises quand il s'agit de joint venture. Et quand il y a vraiment, il n'y a pas de compétences ou de la technologie, c'est là que nous allons voir d'autres entreprises. Donc, nous sommes tout à fait dans ce cadre, nous n'avons aucun problème. Il faut que vous alliez au Bénin aussi. Donc, voilà. Je connais très bien le président Talon, d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Alors maintenant, vous pouvez les applaudir. Merci.